Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos Il était une fois. Alors quand on entend Il était une fois, on pense tout de suite à un conte pour enfants. Mais sur cette chaîne YouTube, c'est une série de vidéos, d'histoires réelles que je vous raconte, et généralement, elles sont pour adultes parce qu'elles sont peu joyeuses et peuvent choquer plus d'une personne. Si vous êtes sensible et que vous êtes adulte, je vous invite à regarder la barre de lecture pour sélectionner les moments qui vont vous convenir et qui vous éviteront d'être choqué ou de mal dormir la nuit. Vous voilà donc avertis, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Avant de commencer, je voulais éclaircir quelques points. Alors tout d'abord, je ne gagne pas d'argent avec cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée, elle n'est pas monétisée, et ça me paraissait important par rapport aux victimes. Je ne souhaite pas gagner de l'argent sur le dos des personnes décédées ce jour tragique. Ensuite, il en vient la version que j'ai choisi de vous raconter. J'ai choisi une version officielle, donc c'est ce qui est raconté dans les médias, c'est ce qui est raconté par les autorités américaines, et je sais que certains d'entre vous ont une vision complètement différente de cette journée du 11 septembre. Alors tout d'abord, je ne parle pas que du 11 septembre, je parle de la création de ces deux tours, leur histoire avant ce tragique jour. Ensuite, si vous avez des théories différentes, libre à vous, il n'y a pas de souci. Je pense que cette vidéo est quand même adaptée à vous également, puisqu'elle parle de la création, de qui a eu l'idée, qui a investi, qui a créé. Donc je pense que vous pouvez tout de même regarder le début de cette vidéo, et ensuite on parle bien sûr du 11 septembre, de tout ce qui s'en est suivi. Si vous avez une théorie qui est différente, vous pouvez écouter la théorie officielle que vous avez peut-être déjà entendue 100 fois, 1000 fois, peu importe, voilà, mais le but n'était pas d'appuyer sur une théorie différente, comme j'ai pu le faire avec la vidéo de Xavier Dupont de Ligonnès, qui était une vidéo pilote, elle devait pas avoir plus de 20 000 vues, c'est le cas, je vous en remercie quand même, où je prenais une version différente, je prenais pas celle des autorités, je prenais la version un peu plus de la famille. Et bah là j'ai fait l'inverse, j'ai pris la version officielle, et cette version, et bah je pense qu'elle convient au plus grand nombre, et même si elle ne convient pas, comme je vous l'ai dit juste avant, je pense que cette vidéo peut quand même vous intéresser. Peut-être pas dans sa globalité, mais je pense qu'il y a certaines parties dont vous n'avez jamais entendu parler, ou très peu, à part si voilà, vous êtes vraiment très curieux. J'ai fait beaucoup de recherches, c'est plus d'1 an de travail sur cette vidéo. Il doit y avoir peut-être 3-4 mois de montage, parce que j'ai fait ça en découpé, parce que je travaille à côté, forcément. Donc voilà, je vous retiens pas plus longtemps, on y va pour la fameuse vidéo, c'est parti. Il était une fois le World Trade Center. Je vais vous raconter l'histoire de 2 tours qui devaient faire toucher le ciel aux USA et finalement qui vont les mener en enfer. « 1960, les États-Unis ont 2 tours d'avance dans le monde de l'économie. Le taux de pauvreté ne cesse de chuter, les crédits à la consommation font leur apparition, d'où le fait qu'un projet pensé en 1946, juste après la guerre, s'apprête à sortir de terre. New York City est le centre de la finance. David Rockefeller, héritier de sa célèbre famille, homme d'affaires milliardaire, propose le projet d'un World Trade Center dans le quartier d'affaires Lower Manhattan. En clair, un centre de commerce géant pour redonner des couleurs à ce quartier qui est délaissé et aussi surtout pour exposer toute la grandeur et la puissance des USA au monde entier.
L'objectif est de proposer des bureaux, d'accueillir la bourse de Wall Street, des restaurants et pourquoi pas des galeries d'art. David Rockefeller a une grande influence aux USA, son frère Nelson est gouverneur, ce qui lui permet donc d'avoir un appui politique et financier pour réaliser ce projet. Nous sommes en 1958 quand l'envie de monsieur Rockefeller est mise sur la table et ça commence mal, très mal. L'emplacement prévu ne convient pas à plusieurs personnes, dont le gouverneur du New Jersey. Finalement, un accord sera trouvé en 1962 avec un nouveau lieu, dans le quartier de Radio Row, un endroit rempli de commerces et d'entrepôts qui sera totalement réaménagé pour la construction du World Trade Center. Le nouveau site pose problème aussi. Un recours est déposé en justice par les anciens propriétaires des boutiques et des entrepôts, indemnisés seulement à hauteur de 3 000 $. La Cour suprême, malheureusement, ne donnera pas suite à ce recours. Alors que tous les voyants sont maintenant au vert pour la construction de l'édifice, le propriétaire de l'Empire State Building montre son mécontentement car sa tour ne sera plus la plus haute du monde. Malgré tous ses efforts avec la création d'un comité avec pour but de faire diminuer les tailles, lui non plus n'obtiendra pas gain de cause. Un appel à projet est lancé et l'architecte Minoru Yamasaki est l'heureux élu. Il proposera les plans de 2 tours jumelles composant 80 étages chacune. 5 autres édifices seront construits et réalisés par ce même architecte. Autant vous dire qu'il a eu le contrat en or. Les plans seront retravaillés. Ce n'était pas assez imposant pour la Port Authority, l'organisme qui est chargé du projet. Ils vont décider de mettre 110 étages pour avoir une superficie de 930 000 m², pour une hauteur totale d'un peu plus de 400 mètres chacune. Le projet fera encore parler de lui, que ce soit à cause de son design qui ne sera pas au goût de tous les New-Yorkais, ou encore pour sa nouvelle technologie utilisée pour ses ascenseurs capables d'atteindre le sommet en moins de 3 minutes. 99 ascenseurs seront mis en place dans chaque tour, arborant la stratégie du Sky Lobby qui, pour faire simple, sont des étages entièrement dédiés à un changement d'ascenseur. Basés au 44e et 78e étage de chaque tour, ils permettent de se diriger vers un ascenseur local grande capacité qui dessert des étages précis. Par exemple, en partant d'en bas, si vous travaillez au 50e étage, au lieu d'emprunter un ascenseur local qui a la possibilité de s'arrêter à tous les étages, vous allez emprunter un ascenseur du Sky Lobby qui va vous transporter directement et sans arrêt au 44e étage et va vous permettre de switcher avec un ascenseur local qui vous déposera à votre étage, le 50e. Ce système ingénieux sera un gain de temps considérable pour les utilisateurs, mais aussi un casse-tête lors du 11 septembre. La société choisie pour l'installation des ascenseurs sera la société américaine Otis. C'est cette société qui a également créé la Tour de la Terreur à Disneyland. Ils ont également installé les ascenseurs dans la Tour Eiffel. Les travaux débuteront dès 1966, après avoir fermé 5 rues et détruit pas moins de 150 bâtiments. Les problèmes vont continuer de s'enchaîner durant les 6 années de construction. Les conditions de travail sont dangereuses et pas moins de 60 travailleurs vont y laisser la vie. Comme vous pouvez le voir sur les reportages de l'époque, il n'y a aucune sécurité. Personne n'est attaché, ils sont équipés seulement d'un casque et des gants, ce sont néanmoins les conditions normales dans les années 60-70. Un deuxième problème, celui des salaires. Les travailleurs sont les travailleurs les mieux payés au monde, ce qui agace les Américains qui souffrent d'une inflation en 1970 et accusent directement ce projet de dérégler l'économie du pays. Le président des États-Unis, Richard Nixon, proposera même de geler les salaires des hommes chargés de construire le World Trade Center. Monsieur Blasky, vous êtes ouvrier du bâtiment. Oui, monsieur. Combien gagnez-vous? Oh, je me fais $8,68, avantages sociaux compris. À peu près, en moyenne, nous faisons, disons, $12 000 de l'an. Vous savez que tout le monde aux États-Unis, monsieur, dit que vous êtes trop payé. Je ne le pense pas. Je ne crois pas que nos salaires soient trop élevés. Certainement pas avec l'augmentation incroyable des prix et tout cela. Tout est coûteux aujourd'hui. En fait, je pense même que nous ne gagnons pas suffisamment, moi. Mais savez-vous que le président Nixon pensait à bloquer les salaires? Oui, oui, je l'ai lu dans les journaux. Je suis tout à fait d'accord, à condition qu'il commence par bloquer le prix de l'alimentation, des vêtements. Oui, vous savez, quelqu'un qui a une famille aujourd'hui ne peut pas s'en tirer avec cette augmentation permanente des prix, avec les impôts. Nous avons des impôts
communaux, nous avons l'impôt sur le revenu, nous avons des taxes diverses, etc. En fait, je vous dis, lorsque je gagne 12 000 $ par an, quand on commence à déduire tout ce qu'il faut déduire, je crois qu'il m'en reste 6 ou 7 000 au maximum. Finalement, aucun gel sera mis en place et 10 000 personnes participeront à la construction des tours. En avril 1974, les États-Unis sont fiers d'inaugurer le World Trade Center. 2 tours immenses de 417 mètres de haut pour la tour nord, 415 mètres de haut pour la tour sud, 900 000 mètres carrés louables, 400 000 mètres carrés par tour, 110 étages chacune, 99 ascenseurs chacune, 6 sous-sols construites intégralement de béton et d'acier pour un coût total de 900 millions de dollars alors que le budget initial était de 315 millions. L'objectif de David Rockefeller était de montrer toute la puissance économique des USA. En ayant réussi à réaliser ce projet, le premier objectif est validé. Le second était d'attirer des entreprises privées et pourquoi pas la bourse de Wall Street dans les 2 tours. Dans un premier temps, ça va être un échec. Les tours jumelles peinent à trouver ses locataires. Ce projet était pourtant l'une des clés pour redonner vie au quartier et devenir un endroit de Manhattan prestigieux. Mais la crise financière des années 70 se fera encore ressentir de nombreuses années après l'inauguration et le prix des locations des étages, peu abordables, a dû refroidir plus d'une société. Les premiers occupants seront donc des agences gouvernementales et il faudra attendre presque 7 années pour voir débarquer des entreprises du privé, telles que des banques, des traders de Wall Street ou encore des multinationales de différents pays. En 2001, le taux d'occupation sera de 98%, 50 000 travailleurs par jour, 430 entreprises de 26 pays différents et environ 200 000 visiteurs par jour. Un restaurant ouvrira ses portes en 1976 dans la tour nord au 106 et 107e étage. Fort de sa réputation, pour avoir une table, il fallait réserver 6 mois à l'avance. Le restaurant avait une vue incroyable sur tout Manhattan, c'était l'endroit branché du quartier d'affaires. Lieu d'affaires, de gastronomie, mais également un lieu culturel. Une galerie d'art était présente ainsi que de nombreuses œuvres d'art de commande publique, conçues spécialement pour le site du World Trade Center. The Sphere, une sculpture de Fritz Koenig réalisée en 1971 et installée entre les 2 tours. Elle avait la particularité de tourner sur elle-même une seule fois par jour. Cette œuvre d'art sera d'ailleurs l'une des seules à survivre aux attentats du 11 septembre. Il y avait aussi des œuvres stockées dans les tours par les banques ou encore des sociétés privées comme le Citigroup financier qui hébergeait 1100 œuvres d'art en 2001, ou encore la banque Cantor Fitzgerald qui hébergeait dans sa galerie d'art la plus grande collection privée de sculptures du français Auguste Rodin. 300 pièces qui partiront la plupart en fumée, quelques morceaux seront tout de même retrouvés. La perte financière s'évalue à 100 millions de dollars, ce qui en fait le plus gros préjudice de l'histoire du marché de l'art. En 1974, un Français réalise un spectacle incroyable. Il décide de tirer un fil de 61 mètres de long pour passer d'une tour à une autre, et il se permet même des acrobaties, le tout sous un public qui est totalement conquis. Cet épisode va donner une renommée mondiale au World Trade Center. Malheureusement, il sera arrêté juste après son show. En 1977, un deuxième spectacle a eu lieu, tout aussi incroyable. George Willig, un alpiniste américain, a décidé de gravir la tour sud en seulement 3h30. Au milieu de cette expédition, la police a essayé de l'interpeller via les nacelles qui servent à nettoyer les vitres. Ce fut un échec, il a réussi à aller jusqu'au bout. Bon, et finalement, il sera arrêté à la fin. Mais cet épisode sera retransmis à la télé et avec un public tout autour de la tour. C'était une journée exceptionnelle pour le World Trade Center.
C'est d'ailleurs au sommet que sa plus grande émotion l'attendait. Il a en effet appris que la ville de New York lui réclamait 250 000 $, coût estimé de l'opération de police. Le 13 février 1975, un incendie va se déclarer au 11e étage de la tour nord. Le feu va se propager dans 6 étages supérieurs en passant par les gaines techniques de téléphonie. Les pompiers vont finalement arriver à maîtriser l'incendie, surtout ceux dans les étages supérieurs, très facilement. Pour ce qui est du 11e étage, ce fut un petit peu plus compliqué pour eux. On notera quand même quelques dysfonctionnements lors de cet événement, ce qui obligera les autorités à intervenir et à faire part au gérant du World Trade Center, donc à la Port Authority, des problèmes. Donc ils décideront d'installer à chaque étage des extincteurs. Pour ce qui s'agit de l'incendie qui a eu lieu, on a quand même pas mal de dégâts dans les étages donc supérieurs, à l'étage 11, mais notamment dans les étages inférieurs où l'eau a causé beaucoup de dégâts. Alors c'est que matériel, ce n'est pas dramatique, mais ça a causé pas mal de dégâts dans les étages inférieurs. L'eau est toute redescendue et donc ça a coûté un petit peu cher. Autre événement, le 26 février 1993, à 12h17, a eu lieu le premier attentat à l'encontre du World Trade Center. Le projet des terroristes, faire exploser une bombe dans une tour afin que celle-ci s'écroule et percute la seconde pour qu'elle s'écroule à son tour également. Pour concrétiser leur idée, les terroristes vont utiliser une camionnette qu'ils vont garer dans le parking de la tour nord et elle sera chargée de 600 kg d'explosifs au nitrate. Les dégâts seront considérables. 5 étages sur 6 se sont écroulés et un cratère de 30 mètres par 60 mètres de profondeur. La gare traversant les tours est elle aussi touchée. L'électricité s'est coupée, les fondations de la tour n'ont pas été atteintes. Après enquête, si le camion s'était positionné un petit peu plus proche des structures, il était possible que la tour s'effondre. Les dégâts humains seront eux aussi importants puisque 6 personnes vont décéder et 1042 seront blessés. Alors que l'explosion a eu lieu sous les tours, les occupants ont été pris au piège à cause de l'épaisse fumée noire qui est remontée dans les étages. Sans électricité, les ascenseurs se sont immobilisés, bloquant plusieurs personnes pendant plusieurs heures en étant coupés du monde. Sans ascenseur, l'évacuation devient difficile, une demi-journée, plus une partie de la soirée sera nécessaire pour vider les 2 bâtiments. Come down probably from someplace higher up. Which is actually Les pompiers vont avoir beaucoup de mal dans tous les domaines dans cette opération à cause du manque d'expérience, mais aussi parce que le secteur du World Trade Center n'a pas été conçu en prévoyant le risque d'attentat. C'est la première attaque d'une grande ampleur sur le sol des États-Unis. C'est une claque pour le monde entier que la première puissance mondiale se fasse attaquer sur son sol. Qui plus est, dans l'un de ses poumons économiques. Une partie de ces terroristes vont être arrêtés et condamnés à la perpétuité. Maintenant, je me permets de regarder mes notes pour vous donner une information importante. Lorsqu'ils arrêtent les terroristes, il manque à l'appel le cerveau, celui qui a financé cette opération. Il se nomme Khalid Sheikh Mohammed. Il est le numéro 3 d'Al-Qaïda en 1993. Numéro 3 d'Al-Qaïda, déjà. Diplômé ingénieur en mécanique en Caroline du Nord. C'est donc une personne qui est habituée des États-Unis et qui est quand même numéro 3 d'Al-Qaïda et sans trop de surveillance à cette époque-là. Il ira rejoindre les rangs de l'organisation terroriste dirigée par Oussama Ben Laden après avoir combattu les troupes soviétiques en Afghanistan.
La cause de cet attentat à la bombe était de punir les États-Unis pour leur soutien à Israël et à leur politique étrangère en général. Le 24 juillet 2001, l'autorité portuaire de New York et du New Jersey annonce un accord de leasing avec Larry Silverstein et Westfield America. Larry, qui est-il ? C'est un milliardaire américain dont son métier est l'immobilier. Depuis 1980, il possédait déjà le World Trade Center numéro 7. Un bail donc d'une durée de 99 ans est prévu pour un montant de 3,2 milliards de dollars. Et alors là, c'est pour les complotistes, dans le contrat, une ligne donne le droit à Larry Silverstein de reconstruire des immeubles en cas de destruction des tours jumelles. Voilà. Il avait prévu un petit peu le coup, Larry, comme ça. Il s'est dit, tiens, au cas où on me les détruit, comme il y a eu un attentat avant, si on me les détruit, j'ai le droit de les reconstruire. Lors des attentats du 11 septembre, les accords bail et des assurances, tout n'était pas encore ficelé. Tout n'était pas fini dans le deal. C'est ça qui est incroyable. C'est que Larry, il s'est fait enfumer. Lui qui pensait avoir enfumé les gens dans son contrat, il s'est fait enfumer. Et ce qui va donner lieu à un nombre de procès incalculables et forcément des demandes d'indemnisation de la part des autorités, tout ça, parce que Larry, pour lui, en plus qui est un grand businessman, un milliardaire, et voilà, il a compris qu'il s'était fait enfumer. Donc le grand perdant, c'est bien sûr Larry. Le 11 septembre 2001, à l'aéroport de Portland, le vol numéro 11 d'un Boeing 767 d'American Airlines s'apprête à décoller. Les passagers embarquent, une personne est retenue à la douane pour une fouille de bagages. Ce n'est d'autre qu'un terroriste d'Al-Qaïda. Malheureusement, ces bagages ne contiennent rien d'illégal, donc il est laissé libre. N'ayant pas reçu sa carte d'embarquement à temps, il passe par la sécurité de Boston et va réussir à embarquer en temps et en heure, mais sans ses bagages. Dans cet avion rempli de 91 passagers, dont 11 membres d'équipage, il manque à l'appel l'acteur Mark Wahlberg, qui devait initialement prendre ce vol, mais qui a décidé de changer ses plans au dernier moment. Tout comme Seth MacFarlane, créateur des Griffins ou encore d'American Dad, qui devait être présent, mais une erreur d'horaire avec son agence de voyage lui fait louper l'enregistrement du vol pour seulement 30 minutes. Finalement, cette erreur va lui sauver la vie. 7h46, le vol 11 décolle, direction Los Angeles. Du côté du World Trade Center, les deux tours brillent face au lever du soleil sur un fond d'un grand ciel bleu. C'est un jour de septembre ordinaire pour la plupart des New-Yorkais, le roi de la pop. Michael Jackson est attendu au sommet d'une des deux tours pour un rendez-vous au petit matin. Étant resté au téléphone toute la nuit, il va oublier de se lever et posera un lapin qui va lui sauver la vie. Nous avons aussi deux reporters français, les frères Naudet, Jules et Gédéon, qui réalisent un documentaire sur un jeune pompier qui attend son premier feu depuis des mois. Il s'immisce au sein d'une caserne, non loin du World Trade Center, et avec plus de 100 000 personnes par jour sur le site, les pompiers sont régulièrement appelés à intervenir dans les deux tours. Ce jour-là, un des frères Naudet part en intervention avec le commandant de la caserne pour une potentielle fuite de gaz. Un appel classique et sans grande importance, et d'ailleurs celui qui part en intervention avec les pompiers, c'est pour apprendre à filmer. Du côté du vol 11 d'American Airlines, les terroristes tuent une personne et empoignardent une autre avant de s'emparer de l'avion et de tuer les deux pilotes. Les pirates de l'air se trompent de bouton et parlent au tour de contrôle au lieu de s'adresser aux passagers. Les contrôleurs aériens comprennent vite que c'est un détournement et contactent le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le tout en sautant le protocole.
Après des négociations de quelques minutes, le NORAD envoie 2 avions de chasse intercepter l'avion à 8h46. Le problème, c'est qu'à 8h43, le Boeing se dirige vers Manhattan. L'hôtesse en liaison indique qu'il vole trop bas et qu'elle aperçoit de l'eau et des immeubles. Number 3 in the back, the cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. And I think there's mace that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. Which flight are you on? Flight 12. And what seat are you in? Ma'am, are you there? Yes. What seat are you in? Ma'am, what seat are you in? We just left Boston. We're up in the air. I know. We're supposed to go to L.A., and the cockpit's not answering their phone. Okay, but what seat are you sitting in? What's the number of your seat? Okay, I'm in my jump seat right now. Okay. At 3R. À 8h46, le Boeing 767 s'écrase volontairement dans la tour nord du World Trade Center à plus de 750 km/h entre le 93e et le 99e étage. 38 000 litres de kérosène s'embrasent et coulent via les cages d'ascenseur dans les étages inférieurs, ce qui créera une explosion au 77e et 20e étage ainsi que dans l'entrée de la tour. Les vitres ont été soufflées et des personnes sont en feu. À partir du 93e étage, l'évacuation est rendue impossible à cause des dégâts causés par l'avion et le feu. Les personnes se trouvant au 100e étage se retrouvent donc bloquées, environ 1300 personnes sont prises au piège. L'incendie continue de se propager, les fumées envahissent les étages supérieurs et l'air à l'intérieur devient irrespirable. Les fenêtres ont été cassées à cause de l'impact et des centaines de personnes y passent la tête pour avoir un brin d'air frais. Certaines vont tomber, d'autres vont sauter volontairement à cause de la chaleur devenue intenable. What is somebody waving? There is. Yes. Do it. Being lowered. He's being lowered. Isn't it clear, Very far. Oh, it's being lowered. There we go. See that thing falling? That's man. See it? See it? L'horreur en plein cœur de Manhattan. Les pompiers se feraient un chemin difficilement pour éviter de recevoir des débris ou pire encore. And channel 6 has been designated a command channel and open. Right now, all I have in the children is 4 trucks and 2 engines. Du côté de la tour sud, c'est l'incompréhension totale. Personne n'a vu ce qu'il s'était passé. Une chose est sûre, tout le monde l'a entendu. Les sirènes des secours retentissent à foison. Une chose est sûre, c'est que quelque chose a explosé dans la tour nord. À l'extérieur, c'est l'incompréhension aussi. Est-ce un attentat ou une erreur de pilotage due à un problème technique? Tout le monde se rassemble à proximité du World Trade Center et tout le monde discute avec tout le monde. L'impact a été si violent que des morceaux de l'avion, des affaires personnelles des voyageurs, sont ressortis de l'autre côté de la tour et ont fini leur course par terre quelques rues plus loin. C'est de là où un Américain va ramasser l'un des passeports des terroristes, puis le remettre au FBI plus tard. Can you bring it up? Dynamite.
Je vais maintenant vous raconter l'histoire d'une rescapée de la Tour Sud, ce qui nous permet une petite immersion au cœur de cet événement dramatique à l'époque. Alors cette femme travaillait donc dans la Tour Sud. Elle a entendu le bruit sourd de l'explosion, mais elle ne savait pas du tout ce qui se passait, comme l'ensemble des personnes dans son bureau. Elle a regardé par la fenêtre, par réflexe, elle a vu des feuilles voler, beaucoup de fumée, et elle est marquée par l'attentat de 93. Donc elle appelle son supérieur, et elle lui demande si elle peut sortir de la tour, parce qu'elle est pas bien. Elle est avec une collègue, et c'est pareil, elle est pas très bien, elle comprend qu'il se passe quelque chose de grave, et elle souhaite partir. Le patron, on est aux États-Unis, les États-Unis, capitalisme, tout ce que tu veux. Le patron il dit « Ah non, vous restez là, vous travaillez. Si vous partez, vous êtes viré. » Elle a dit « Pas de souci, je pars. » Et je suis viré. Sa collègue part également, pas de souci. Mais voilà, le supérieur est pas très content. Il refuse vraiment que ses salariés quittent la tour, qu'ils évacuent. C'est pas normal pour lui, c'est pas grave ce qui s'est passé à côté. C'est dans la tour nord, c'est pas dans la tour sud. Donc elle décide de descendre, sauf que c'est un grand mouvement de panique, parce que plein de personnes ont la même idée qu'elle, c'est de fuir la tour sud, et ils se précipitent tous dans les étages des ascenseurs, donc au Sky Lobby. Le problème c'est qu'elle, dans la panique, se trompe d'ascenseur, et au lieu de se retrouver en bas, elle se retrouve tout en haut. Et elle est séparée en plus de sa collègue qui elle a trouvé le bon ascenseur, et donc se retrouve en bas. Donc elle arrive néanmoins à redescendre après de la tour, et elle évacue au bon moment. Mais vraiment au bon moment. Donc pour elle, elle s'en sort bien, mais c'est vrai que beaucoup n'ont pas eu cette chance, et certains ont même écouté les supérieurs qui disaient non, faut travailler les gars, c'est pas grave ce qui se passe à côté, c'est pas dans l'autre tour, on s'en fout. Au centre de contrôle à 8h47, l'avion United Airlines 175 change de trajectoire, mais toujours occupé par le vol 11, personne ne le remarquera. C'est à 8h51 quand le vol 175 manque de percuter un avion que le contrôleur aérien comprend que l'appareil est sans doute contrôlé par des pirates de l'air. Il essayera plusieurs prises de contact, mais il restera sans réponse, et donc il va prendre la décision d'écarter tous les avions autour du vol 175, et même avec cette précaution, l'avion navigue tellement aléatoirement qu'il manquera de percuter encore 2 avions. À 8h55, la supérieure du contrôleur aérien tente de prévenir d'autres responsables pour obtenir de l'aide, mais ils lui répondent qu'ils sont occupés avec un autre avion qui a été détourné. Il s'agissait du vol 11. Pour la première fois de son histoire, les États-Unis ont un genou au sol. George Bush, président de l'époque, en visite dans une école élémentaire ce jour-là, va être tenu au courant des événements 10 minutes après le crash du premier avion. Bien sûr, tout cela en étant discret. Open your book up to lesson 60 on page 153. Il est 9h02 au World Trade Center. Le monde entier regarde ces images terrifiantes de la tour nord en feu. C'est vraiment étonnant. Ce matin, je me disais justement, si des terroristes voulaient faire une attaque, je regardais la Statue de la Liberté. Ce matin, quand j'étais sur le bord de l'eau, je pensais justement à quelqu'un qui voulait faire un attentat. La Statue de la Liberté, c'est un symbole, tu sais, à détruire. Mais là, je disais, c'est sur une île, c'est difficilement atteignable, tu sais. C'est ça. Puis, mais là, c'est curieux quand même. Là, tout à coup, enfin, ça a l'air d'un attentat, on ne sait pas, mais... C'est vraiment un étage, hein, ça trouve ça doit tout ce qui est au-dessus de cet étage-là, c'est... Mais comment tu fais pour combattre un feu comme ça? C'est quelque chose quand même. Mais à cette échelle-là... Je me demande bien qu'est-ce qui peut brûler. C'est du béton, du verre. Ce serait juste comme le mobilier, quoi.
impressionnant en tout cas. Où ça? Où ça? Entre les deux tours, là. Ah ouais. L'ordre d'évacuer la tour sud est donné, l'évacuation commence quand à 9h03, That just crashed right into it. That was a crash. That was a dead-on kill. He did it on purpose. He did it on purpose. What he did? He did it on fucking purpose, man. What he did? What the fuck is going on? le vol United Airlines 175 percute la tour sud entre le 78e et le 84e étage à une vitesse de 875 km/h. L'impact est beaucoup plus violent que celui du vol 11. Avec une inclinaison de 38 degrés, il endommagera la structure extérieure, 32 des 60 piliers seront détruits. Au vu de l'angle du crash, une partie de l'avion sera projetée à l'extérieur, comme par exemple le train arrière ou encore ce que Gédéon Naudet, l'un des journalistes français qui a réalisé un documentaire sur un apprenti pompier avec son frère, a pu filmer l'un des réacteurs de l'avion. Comparé à la tour nord où tous les escaliers ont été détruits, dans la tour sud il reste un escalier qui n'a pas été touché, ce qui permettra à plusieurs personnes de descendre en partant du 84e étage ou même plus haut. Dans les Twin Towers, les ascenseurs sont bloqués mais par chance certains vont s'ouvrir. Les pompiers se sont évidemment empressés de monter par les escaliers, des escaliers étroits où ils vont croiser énormément de monde, ce qui va rendre l'ascension encore plus longue et compliquée. L'effort est si intense qu'ils sont obligés de faire des pauses, les communications radio sont même saturées. Lors du deuxième crash, les pompiers présents dans les escaliers de la tour nord ils n'ont pas pu voir ce qui s'était passé, ils ont entendu, senti les vibrations, mais leur courage leur a indiqué de continuer à monter étage par étage pour sauver le plus de monde possible. À l'extérieur, plusieurs personnes filment avec leur caméscope, les télévisions du monde entier couvrent l'événement dramatique. La fumée épaisse et toxique envahit New York et sera visible depuis l'espace. Les États-Unis, première puissance mondiale, est désormais à genoux pour la première fois de son histoire. 2 autres avions vont être détournés, tous les buildings de New York auront l'ordre d'évacuer à 9h30. Des avions supersoniques vont parcourir le pays toute la journée et sans oublier qu'aucun avion de ligne n'a le droit de décoller. À 9h59, l'impensable va se produire. Seulement 1 heure après avoir subi le crash du vol 175, la tour sud cède et s'écroule en moins d'1 minute. FBI agents, and you can see the 2 towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. Une fumée épaisse recouvre les rues du World Trade. Cette fumée brûlante cache des milliers de débris, du béton, de l'acier et de multiples substances dangereuses pour l'homme. Quelques minutes après, Manhattan ressemble à l'enfer. Les pompiers présents dans la tour nord, en avançant à l'aveugle, ont l'ordre d'abandonner la mission et de redescendre de toute urgence.
it back in. Guys! I'm gonna bring it to the command post. Fire department, please. Yeah. Mark Speed, where are you? The building collapsed. So. At least that's what I think happened. Everybody's running like... À 10h28, c'est la tour nord qui cède à son tour et s'écroule emportant avec elle des milliers de personnes. Carlo, those people running on the left, where the smoke is. Une deuxième vague de débris en tout genre atterrissent dans les rues, avec toujours cette fumée chaude et épaisse qui rentre dans les poumons et déclenche une toux instantanée. Les personnes au pied des World Trade Center s'empressent de se cacher sous les voitures, dans les boutiques, pour éviter cette vague de fumée et de débris. Okay. Yeah. Situation that started bad just gets worse and worse and worse. The World Trade Center. Okay. Oh my God. Was that 2 or 1? Oh, both. You got Anthony, watch me. I thought it was the third plane though. No, the whole top came off. The whole top came off. And then the smoke, all of a sudden I seen the smoke fall. I was like, I was standing next to the lieutenant, and I couldn't. All of a sudden I couldn't see him. We were under the truck. The top came off. I'm taking American Death Insurance. and the fire door on 76 was locked. Anthony, let's get the fuck out of here. I'm ready, man. Jason, this is yours. Look at this shit, man. Can you believe this shit? No. You got a cell phone. Oh, God. Look at this.
need some water? I expected 8 by 10 glossy. I know. Where are we even going? We got to get you to the medical station so you can get your eyes cleaned out and I can go back. Where's the medical station? 100 feet ahead. Everybody goes straight. This ambulance is about 100 feet ahead. À 12h17, le Marriott World Trade s'effondre lui aussi. Et à 17h20, c'est la tour 7 qui va elle aussi disparaître. Les tours restantes sont gravement endommagées et elles seront détruites lors du nettoyage du site. Les pompiers ne se sont pas arrêtés de travailler. Ils ont commencé à chercher des survivants dans les décombres en feu. Ils ne se sont jamais découragés, alors qu'il ne restait plus rien, même pas un téléphone, ce qui témoigne de la violence de l'effondrement. Cars burning all over the place. This is two World Trade Centers on the ground, on the level right here, ground level. I'm gonna try to take some still photos. Trees were these rooted, knocked down. There's no yo. Dude, this is worse than Pearl Harbor. Fire trucks, windows blown out, buried in debris. Car just blew up. God bless America. I've never seen anything like this, my dear Jesus. This is the World Trade Center on the floor. Words cannot express what I feel, what has been done to this country. Nobody will ever know. Je veux que vous sachiez tous qu'aujourd'hui l'Amérique prie à genoux pour ceux qui ont perdu la vie ici, pour les sauveteurs qui travaillent ici et pour les familles qui pleurent leur mort. On ne vous entend pas, crie la foule. Moi, je vous entends. Moi, je vous entends et le reste du monde vous entend. Et les gens qui ont détruit ces immeubles vont bientôt nous entendre. « 1,6 million de tonnes de débris seront nettoyées, 400 000 personnes mobilisées, 99 jours pour éteindre les feux. Le nettoyage aura duré un peu plus de 8 mois. Près de 3000 personnes seront tuées dans cet attentat, il s'agit de la plus grosse catastrophe de l'aviation. Énormément de personnes seront touchées psychologiquement, d'autres seront tuées par des cancers développés à cause de la fumée toxique respirée ce jour-là. Des maladies chroniques vont même faire leur apparition. Le plus fréquent est l'état de stress post-traumatique. Beaucoup ont vu des scènes terribles, dignes d'une guerre, avec beaucoup de bruit, des odeurs, une atmosphère pesante. Je vais vulgariser la raison de l'effondrement des tours. Tout d'abord, elles étaient solides et bien pensées à l'époque. C'était même une révolution d'ingénierie. Composée d'une structure centrale, elle s'appuyait surtout sur ces structures en acier à l'extérieur.
D'ailleurs, l'un des directeurs de la Port Authority, Frank De Martini, confie en janvier 2001 qu'elles sont si solides qu'elles résisteraient à un crash d'un Boeing 707 sans problème. Il ajoute aussi qu'ils pourraient probablement supporter plusieurs impacts d'avions de ligne sans problème, car cette structure est comme une moustiquaire, une grille dense, et l'avion à réaction n'est qu'un crayon qui perfore cette moustiquaire. Et il n'avait pas tort, je dirais même qu'il avait raison. Oui, je sais, ça peut être surprenant, mais lorsque les deux avions ont percuté les tours, aucune d'entre elles n'a bougé. Elles ont simplement tremblé, elles ne se sont même pas écroulées. Ce qu'il avait oublié, c'est qu'un avion, ça avance à 800 km/h et que ça a beaucoup de kérosène, un carburant hautement inflammable. Et lors de la collision, les avions ont détruit le revêtement anti-feu, ainsi que les extincteurs. Et ils ont créé une brèche énorme. Et à cette hauteur, il y a beaucoup de vent, donc le feu a été continuellement alimenté. Ce qui fait que les flammes se sont propagées aux étages supérieurs, la température a fini par augmenter et les poutres en acier n'ayant plus de protection, ont fini par fondre, ou du moins s'étirer. Ces poutres en acier sont le cœur des tours, elles ont fini donc par s'étirer, revenir, ce qui fait un effet un petit peu ressort, ce qui a permis au boulon de sauter, et c'est tout cela qui a fait écrouler les deux tours par la suite. Le 11 septembre va totalement changer le monde. Les États-Unis vont partir en guerre en Afghanistan assoiffés de vengeance, dans le seul but d'éliminer Oussama Ben Laden, le numéro 1 d'Al-Qaïda, et l'organisateur de cet attentat. Une guerre qui coûtera pratiquement 900 milliards aux USA. Des Américains donneront leur vie pour leur pays, 2465 morts et plus de 20 000 blessés. D'ailleurs, d'anciens pompiers, des personnes présentes lors du drame, vont décider de s'engager dans l'armée pour répondre à ces attaques. Au total, avec les civils, les militaires et les terroristes, c'est environ 165 000 morts. Les vainqueurs de la guerre seront donc les talibans qui vont reprendre le pays dès le retrait des troupes américaines. Beaucoup d'erreurs seront commises, notamment l'envahissement de l'Irak sous le prétexte d'un désarmement nucléaire. Ça rappelle un peu ce qui se passe aujourd'hui avec un pays où il fait très froid l'hiver. C'est seulement 10 ans après qu'Oussama Ben Laden sera retrouvé puis abattu par l'armée américaine, une opération secrète et illégale retransmise en direct à la Maison Blanche sous l'œil de Barack Obama, président des États-Unis. Une allocution sera donnée dans la foulée. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. And on nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done. Les Américains vont sortir faire la fête, comme si le 11 septembre venait enfin de se terminer. USA, USA, Obama a eu Osama, scande-t-il. Pour tous, la mort du commanditaire des attaques du 11 septembre 2001 est un immense soulagement. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé un poids énorme qui me pesait sur le cœur. Je suis de New York et j'ai beaucoup d'amis qui ont perdu leurs parents ou un oncle. C'est vraiment incroyable que justice soit enfin rendue. Cet homme brandit la photo de son fils décédé dans les attaques du 11 septembre. Le plus grand affront jamais fait à l'Amérique vient d'être lavé. Au même moment, à New York, un incroyable mouvement de foule s'opère vers Ground Zero, le site où les tours jumelles se sont effondrées. Une jubilation sans limite. Ben Laden attrapé, c'est l'Amérique qui reprend confiance en elle. Je pensais qu'on ne l'attraperait jamais, c'est extraordinaire, je me sens libérée. C'est une victoire, une célébration. À Times Square, des gestes symboliques et l'image forcément poignante des pompiers qui observent la communion de la foule. Les héros du 11 septembre ont payé un lourd tribut. Ces attaques changeront les USA mais aussi le monde. Nous sommes rentrés dans une société de sursurveillance avec des caméras de partout, des portiques, des scans améliorés dans les aéroports. Absolument tous les pays développés ont investi dans la technologie de la surveillance.
La sécurité a changé pour nous, mais aussi l'aspect financier. Les tours étaient le symbole du système créé à l'époque de la mise en place des crédits à la consommation par exemple. En 2008, le monde va connaître les premières limites de ce système avec une énorme crise économique mondiale. Je vous invite à venir sur le site du gouvernement français, un super article où vous pourrez retrouver un peu plus de détails financiers sur le pourquoi du comment le rêve américain s'est transformé en cauchemar. Vous retrouverez le tout en description. La construction de buildings a elle aussi changé pour éviter d'avoir les mêmes défauts qu'à l'époque. Malheureusement, Ben Laden va inspirer d'autres terroristes qui créeront leur propre organisation et frapperont à plusieurs reprises dans différents pays. C'est la fin de cet épisode Il était une fois, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous invite donc à contribuer au succès de cette chaîne YouTube et même de cette vidéo en ajoutant un petit j'aime, en vous abonnant et pourquoi pas en commentant. Je suis ouvert au débat, en tout cas moi je ne vais pas y participer mais vous pouvez commenter entre vous, débattre entre vous, raconter vos petites histoires, peut-être que vous y étiez en septembre. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans le respect des uns et des autres bien sûr. Merci à tous et à bientôt, à peut-être dans un an, ou peut-être 2, je sais pas, ou peut-être la semaine prochaine, je sais pas, on verra.